Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. L'ouverture des commerces, la réouverture des commerces avec les annonces du président de la République. La France souffle de nouveau. Ces commerces vont pouvoir ouvrir leurs portes. Emmanuel Macron a annoncé un plan en 3 étapes d'ici au 15 janvier. On y revient dans un instant. La 5G dans les territoires, c'est un débat qui a animé de nombreuses réunions dans nos régions. La 5G et toutes les questions qui entourent son implantation, avec les opérateurs de téléphonie qui cherchent un consensus souvent difficile à trouver. Nous vous en parlons dans ce journal. Autre titre, la plateforme solidaire en Nouvelle-Aquitaine, où l'Agence de l'alimentation avait mis en place une plateforme solidaire depuis mars dernier pour permettre aux producteurs de la région de trouver des débouchés pour leurs produits de saison. Vous le verrez, le succès est au rendez-vous. Enfin, nous découvrirons ensemble ce qui pourrait devenir le plus bel arbre de l'année 2020, un cèdre bleu de l'Atlas qui est qualifié pour ce concours national. Nous verrons ça en fin de journal. Enfin, une bonne nouvelle pour démarrer ce journal. Les commerçants vont pouvoir réouvrir leurs portes cette semaine. De quoi réjouir ces commerçants, bien entendu, mais également les clients, comme vous et moi. Écoutez ces quelques réactions enregistrées à Épinal dans les Vosges. Vous avez le sourire aujourd'hui? Oui, après un mois d'attente. Voilà, donc on sait qu'on ouvre samedi. Voilà, je pense que tout le monde était pressé. Oui, ça fait du bien de rouvrir, de savoir qu'on peut rouvrir déjà. Beaucoup de préparatifs, le retour de ce qu'on n'a pas vendu. Après, on reçoit la nouvelle collection, donc il faut mettre en place. Et puis un changement de tout le magasin et préparer aussi avant les fêtes, quoi. Alors c'était plutôt une très bonne nouvelle pour nous les coiffeurs, les esthéticiennes, parce qu'on attendait cette date vraiment avec impatience. On était tous en Zoom avec les équipes en se disant croisons les doigts pour qu'on réouvre cette semaine. Là maintenant c'est toute une organisation avec les rendez-vous, parce qu'en fait avec les nouvelles réglementations où on dispose de 8 mètres carrés par client, donc c'est 2 fois plus de place, donc 2 fois moins de clients, ça va être compliqué. On se sent vraiment délaissé, vraiment par les mesures qui sont prises. Comme on l'avait expliqué, moi ça fait 4 mois, j'ai 4 mois d'existence et c'est très dur. C'est très dur en tant que jeune restaurateur. Autre réaction cette fois qui sont bien entendu moins positives, celle des stations de ski. Vous le savez, le président de la République a laissé entendre qu'elles ne pourraient pas être ouvertes pour les fêtes. Une concertation a lieu en ce moment même. Voici leur réaction au micro de 8 Mont-Blanc, nos confrères sur place. À Courchevel, cela faisait déjà quelques semaines que les professionnels de la montagne se préparaient à une réouverture prochaine. Suspendu à l'allocution d'Emmanuel Macron, Pascal de Tiercent, directeur de la Société des Trois-Vallées, découvre en même temps que plusieurs millions de Français les nouvelles annonces. Mais après quelques minutes, c'est un coup de massue. Les stations ne devraient pas réouvrir avant mi-janvier. C'est la douche froide parce que on a fait, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau des stations, on a beaucoup travaillé pour pouvoir justement proposer des protocoles, proposer des façons de travailler qui soient compatibles avec une ouverture à Noël. Et aujourd'hui, à travers les mots du président, on sent que c'est peut-être pas le cas. Au lendemain des annonces, les commerçants, eux aussi, sont amers. Après une courte nuit passée à réfléchir à une réorganisation de son activité, Patrick Lepedry, gérant de plusieurs boutiques à Courchevel et représentant des commerçants, a tenu à réunir ses employés. Ce matin, c'est un sentiment d'injustice qui l'anime. Sentir qu'on est les seuls à rester fermés alors que toutes les autres activités vont être ouvertes, des activités où les gens vont se retrouver bien plus confinés et bien plus les uns avec les autres qu'en montagne, où les gens sont sur les pistes, sont loin les uns des autres. Ça fait effectivement très très mal. Oui. Un peu plus haut au col de la Lauze, ce restaurateur est lui aussi désemparé. S'il ne s'attendait pas à réouvrir son restaurant, il espérait toutefois une ouverture prochaine de la station. Il avait d'ailleurs réfléchi à des offres de pique-nique à emporter. Le gros de la saison est foutu, sachant quand même que le mois de décembre, c'est une grosse partie. C'est déjà une trésorerie qui est en train de se remettre en place pour nous. C'est pratiquement 20 à 25% de la saison. Les professionnels de la montagne espèrent désormais que des négociations avec le gouvernement seront possibles. Ils comptent désormais sur la deuxième partie de la saison pour rattraper ces pertes économiques. Le président de la République, toujours lui, qui a mis en garde les Français sur les rassemblements durant ces périodes de fêtes et de fin d'année. Un Noël pas comme les autres pour les artisans chocolatiers notamment, qui profitent d'ordinaire de cette période pour réaliser la majorité de leur chiffre d'affaires.
déjà mise à mal lors du premier confinement avec l'absence de Pâques. Vous l'aviez constaté, ce nouveau ralentissement de l'économie pourrait être dramatique chez certains, comme nous le montre ce reportage de Michel Weiss pour Moselle Télévision. Malgré le confinement, Fabrice Dumais ne s'est jamais arrêté. Dans sa boutique de Marly, il continue à fabriquer du chocolat sous toutes ses formes. Mais à l'approche de la Saint-Nicolas, il y a un produit qui porte toute son attention. Car il s'apprête à mouler entre 3 et 4 000 pièces de la star du moment, le saint patron des écoliers. On a refusé quelques commandes parce que, vous voyez, on fait toujours tout à la main. Et c'est des commandes de dernière minute. Alors c'était des grosses demandes, hein, c'était des demandes de 1000 pièces. Et on n'a que 10 moules en fait, donc c'est relativement long à fabriquer. S'il fait l'impasse ici sur une grosse commande pour favoriser ses clients, il sait pertinemment que ce sont les entreprises qui l'aident à rester à flot lors de cette période extrêmement complexe. En fournissant près d'une centaine de clients aux 4 coins de France, il compense quelque peu les pertes liées à la diminution de ses fidèles gourmands. Une baisse qu'il estime à près de 30%. Mais tous n'ont malheureusement pas cette chance. Quelques kilomètres plus loin à Metz, la Polonaise n'est ouverte que le week-end. La production est donc réduite, comme les clients ne sont pas au rendez-vous. Ce matin-là, Philippe Masse est affairé à une tâche qu'il n'aurait jamais imaginé devoir réaliser il y a quelques mois, mettre en avant ses produits sur Internet grâce au click and collect. Philippe Masse y consacre beaucoup de temps et d'énergie pour peu de résultats. Déjà en difficulté lors du premier confinement, ce nouveau ralentissement de l'économie lui a déjà fait perdre près de 70% de son chiffre d'affaires. Une situation qui devrait, si elle perdure, menacer très sérieusement son activité. Nous, Pâques et Noël, c'est ce qui nous fait vivre tout le reste de l'année. Le reste de l'année, on tient le coup. Mais grâce à la trésorerie qu'on engrange sur les 2 grosses fêtes-là, surtout quand on vend du chocolat. Mais là, c'est catastrophique. Si on ne fait pas un Noël normal, je ne peux rien dire pour 2021. C'est pas dit qu'on ouvre la porte. Tous espèrent malgré tout une amélioration de la situation le 1er décembre prochain. Sauver la période des fêtes sera donc déterminante pour l'économie de ces artisans, à plus forte raison lorsque l'on sait que plus de 30 000 tonnes de chocolat sont vendues en France chaque année. Voilà, parlons à présent des conséquences du confinement sur les agriculteurs. Nous nous rendons dans les Vosges à la rencontre des propriétaires d'une entreprise EMC2, une coopérative plus précisément spécialisée dans les bovins. Pour cette entreprise du Grand Est, l'espoir est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Un reportage d'une équipe de Via Vosges dans une exploitation touchée par la crise près de Vittel. Regardez. Une visite au moins une fois par mois. Cette exploitation dans la plaine des Vosges est suivie de près par une coopérative régionale qui doit faire face, tout comme les éleveurs, à une situation inédite. La filière de la viande bovine est très impactée par la crise sanitaire, notamment par la fermeture des restaurants. Ça fait 10 ans que je suis à la coopérative, non, j'avais jamais connu ce genre de problème. C'était plutôt, on va dire, fluide. Un certain nombre d'animaux, en particulier les jeunes bovins que l'on a là, perdent de leur valeur au 24e mois de leur date d'anniversaire. Donc on a mis en place une logistique pour permettre de ramasser les animaux qui risquaient de passer l'âge fatidique. Ces jeunes bovins partent au compte-gouttes au lieu d'être gérés en lot habituellement, ce qui engendre des surcoûts de transport et logistique, surcoûts également et surtout pour les éleveurs. Ça a des conséquences quand même importantes sur les exploitations, parce que le fait de garder les animaux plus longtemps, donc ça consomme de l'alimentation. Il faut savoir que dans nos régions, on est à la 3e ou 4e année de sécheresse, donc qui a complètement amputé nos stocks. Aujourd'hui, on est sur des stocks vraiment limites. Et la deuxième conséquence, c'est la trésorerie des exploitations, parce que plus vous attendez pour faire partir, moins elle est sourante. Une avance de trésorerie à taux zéro a été mise en place par la coopérative EMC2 pour soutenir la filière qui vit aussi grâce à des lots contractualisés avec des restaurants de fast-food. Prix bas, difficulté d'écoulement, la filière souffre mais concentre ses efforts sur la production d'une viande de moins en moins destinée à l'export. Les grandes surfaces ont, semble-t-il, saisi le message du soutien aux éleveurs français, mais d'autres territoires restent à conquérir. Les cantines scolaires avancent bien vers une consommation plus locale, plus française. Mais il y a encore plein d'autres pans d'activité, l'armée, les hôpitaux, les maisons de retraite, qui pourraient consommer encore plus français. La relance de la filière qui passera donc aussi par les choix de consommation de chacun une fois la crise sanitaire terminée.
Je vous le disais dans les titres, l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine avait mis en place une plateforme solidaire pour permettre aux producteurs de la région de trouver des débouchés pour leurs produits de saison, comme les fraises ou les asperges, et aux habitants, bien sûr, de consommer local. Et c'est un grand succès, puisque 400 000 personnes se sont connectées sur ce site. Regardez les explications de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Née en 1963, la SICA maraîchère des Innes est une coopérative de 10 producteurs de fruits et légumes du nord-ouest de la métropole, mais elle commercialise la production d'une quarantaine d'autres producteurs des départements limitrophes, essentiellement auprès de la grande distribution, mais depuis une quinzaine d'années, elle a développé la vente aux particuliers, notamment sous forme de livraison de paniers, une activité amplifiée par le confinement. Son inscription dès le mois de mars sur la plateforme solidaire de l'ANA lui a permis de mieux se faire connaître et d'attirer de nouveaux consommateurs. Que ce soit sur le pourcentage, voilà, nos répartitions de vente. Cette année, on va faire autour de 18 ou 20% de vente directe, alors qu'habituellement, on tournait autour de une petite dizaine de pourcents. 1800 producteurs sont aujourd'hui accessibles sur cette plateforme dans toute la région. À partir de votre géolocalisation, vous allez avoir autour de vous les producteurs avec les produits qui vous livrent où vous pouvez retirer des produits dans des points de retrait. Si le succès de la plateforme est un peu retombé à la fin du premier confinement, elle reprend aujourd'hui du service avec quelques nouveautés. L'offre s'est largement améliorée et on vient d'ouvrir la plateforme aux restaurateurs pour les aider parce que je pense qu'ils vont être fermés assez longtemps et tous les restaurateurs qui proposent des produits en livraison ou en click and collect pourront s'inscrire sur la plateforme. Ça va les aider, ça peut les aider, ça fera pas tout, mais je pense que les gens seront sensibles à ça aussi. Autre titre dans l'actualité, ces dernières semaines, les associations environnementales ont mobilisé les citoyens pour qu'ils nettoient leurs kilomètres. L'idée est simple, profiter des balades autorisées d'1 kilomètre dans son secteur pour ouvrir l'œil et ramasser tout ce qui traîne. Maintenant d'ailleurs, ça va être 20 km. Direction Lanester en Bretagne, où Xavier Patrijon de la chaîne TBO a suivi une famille. Regardez. Des sacs poubelles, un râteau et des gants. Cette famille lanestérienne est prête à relever le défi d'eau et rivière de Bretagne. Jusqu'au 29 novembre, l'association incite les citoyens à ouvrir l'œil et à nettoyer son kilomètre durant les balades autorisées. Ça s'inscrit dans la semaine de réduction européenne de réduction des déchets. Donc l'idée c'est aussi de proposer aux gens d'aller pendant 1 kilomètre sortir autour de chez eux et voir les déchets qu'ils trouvent. Et finalement on se rend compte qu'on peut facilement trouver beaucoup plus de déchets que ce qu'on pensait. Enfin là par exemple ce matin, vu tout ce qu'on a ramassé, on ne pensait même pas en partant qu'on remplirait autant de sacs, quoi. Une sortie qui mêle donc l'utile à l'agréable. Ah bah c'est super, hein, on fait sortir papa, maman, on se balade un peu. Et puis c'est permet de se rendre compte aussi qu'il y a plein de déchets. L'initiative se prête plutôt bien à cette période de confinement. Pour l'occasion, on peut envoyer la photo de sa collecte à l'association. L'idéal serait de continuer tout au long de l'année, ou pourquoi pas même de ne plus jeter ces déchets n'importe où. Voilà, comme dans chaque grand JT des territoires, place à la rubrique Éco-région. Nous allons nous intéresser à une initiative dans les territoires. On va parler de la marque consommateur. C'est qui le patron ? C'est un succès français colossal. Bonjour Michel Picot. Alors c'est qui le patron ? Cette marque est née dans le Vaucluse et lance cette semaine son application mobile. Bonjour, vous reconnaissez certainement cette fameuse brique de lait. Je voulais justement vous en parler aujourd'hui. C'est une vraie fierté française qui s'est beaucoup développée en Europe et même aux États-Unis. Le visuel de C'est qui le patron, vous le connaissez. Le concept est extrêmement nouveau, même s'il a été lancé il y a 4 ans. Et pourtant, il a déjà battu des records de vente. Il s'agit de lait, de beurre, œufs, steak, pizza. Bref, il y a aujourd'hui 150 produits différents en vente. En 2017, ils ont commencé par le lait. Ils espéraient en vendre 5 millions de briques la première année. Ils en ont vendu 35 millions. En 2020, 205 millions de produits C'est qui le patron ont déjà été vendus, alors qu'ils ne font aucune publicité. Alors ce succès, c'est d'abord un concept. Ce sont les consommateurs, plus de 10 000, qui par Internet fixent le prix du produit afin d'offrir une rémunération plus juste aux producteurs. Donc ils sont prêts à payer plus cher, mais ils veulent des contreparties, comme par exemple pas d'OGM, des vaches qui vivent plus longtemps en plein air, une alimentation saine pour les animaux. Ce ne sont que quelques exemples. Et le producteur est régulièrement contrôlé sur ses engagements. Pour rappel, avant la crise, de grands groupes industriels achetaient encore, et c'est un peu le cas, le litre de lait entre 32 et 34 centimes
centimes. Il coûte à produire 36 centimes, donc il produisait du lait à perte. Tout cela pour avoir des prix dans le supermarché pour vous et moi qui faisons nos courses. Chez C'est qui le patron, on achète le lait 40 à 42 centimes le litre. Le producteur peut en vivre et même partir en vacances. Merci Michel Picot. Rendez-vous dans un prochain Grand JT des Territoires pour une nouvelle rubrique Éco-Région. Voilà, un coup de cœur maintenant dans le Grand JT des Territoires. Ce coup de cœur nous vient d'Occitanie grâce à Milton, d'habitude coiffeur en salon, qui a décidé de venir donner un coup de peigne aux sans-abri. Il s'est installé sur la place de la Comédie à Montpellier. Ce coiffeur, qui est aussi un influenceur, espère qu'il pourra inspirer d'autres personnes à venir aider les sans-abri. Un reportage de nos confrères sur place de Via Occitanie, regardez. C'est le genre d'initiative qui fait chaud au cœur. Milton, d'habitude coiffeur en salon, a décidé de venir donner un coup de peigne aux sans-abri. Il s'est installé ce week-end, place de la Comédie à Montpellier. Voilà, du coup, sur tout mon matériel, du gel hydroalcoolique et la lotion désinfectante. Ils auront la même prestation qu'en salon. Les volontaires ne manquent pas et c'est Christophe, 48 ans, qui s'aventure en premier. Tu lui coiffes vers l'avant ? Comme ça ? Christophe qui n'a pas eu l'occasion de se faire couper les cheveux depuis 6 mois. On va se mettre la tête bien droite ? Ouais, super. C'est génial d'avoir des gens qui prennent soin de nous, qui parlent avec nous et qui s'occupent de nous. Ça vous touche ? Ah ouais, ça me touche bien sûr. Les 2 salons de Milton sont actuellement fermés. Il a voulu profiter du confinement pour venir aider les plus fragiles. Le fait qu'on soit confiné et qu'on soit un peu, excusez-moi du terme, mais dans la merde, là, j'ai décidé d'aller voir des personnes qui eux sont dans la merde tous les jours, qu'il fasse chaud, froid, et que personne s'en occupe d'eux, personne ne porte d'intérêt. Il faut compter un quart d'heure la coupe et visiblement le résultat fait des heureux. Tiens, regarde. C'est génial. Magnifique. C'est génial, je me sens neuf maintenant. Voilà, je trouvais tout beau. Comme Christophe, Milton a coupé 10 personnes ce dimanche après-midi. Ce coiffeur, aussi influenceur, espère qu'il pourra inspirer d'autres personnes à venir aider les sans-abri. Dans ce contexte difficile pour tous, c'était cette semaine la campagne de réouverture des Restos du Cœur, avec, vous le savez, de nombreux demandeurs dans toute la France qui sont en attente. Nous allons d'ailleurs le voir avec ce reportage tourné par Caroline Fichten de nos confrères de WEO, la chaîne de la Voix du Nord, direction Coudekerque dans le Nord. Regardez ce reportage. Pas si facile quand l'espace sur le trottoir est restreint de respecter la distanciation sociale. Pour autant, ici à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque, pour ce premier jour de campagne d'hiver des Restos du Cœur, on s'adapte. Il a fallu faire quelques aménagements, mais rien d'insurmontable. Ici, il ne rentre à la fois que 4 personnes. Au maximum 4 personnes qui peuvent rentrer à la fois. Ici, d'habitude, il y a plus de monde là. Les gens sont au bar, boivent un café et tout. Dans ce centre, lors de la dernière campagne des restos, près de 250 familles étaient suivies. Ici, comme partout ailleurs, les bénévoles s'attendent à une hausse des inscriptions, notamment à cause de la crise sanitaire. On a bien entre 10 et 15%, voire plus, de familles supplémentaires. C'est vrai qu'on a des personnes, là, justement, qu'on vient d'inscrire, des gens qui, avec le Covid, n'ont pas retrouvé, des intérimaires qui n'ont pas retrouvé leur emploi. Des situations financières compliquées qui obligent certains foyers à pousser pour la première fois la porte des restos. On trouve donc ici une aide alimentaire, certes, mais aussi un accueil et du contact. Sur le littoral et l'Audomarois, 14 000 personnes bénéficient de l'aide des Restos du Cœur. Ça représente plus d'1,5 million de repas. Vous le savez peut-être, cette semaine, c'est la ville de Nice qui a été la première à lancer cette nouvelle technologie de 5G. Depuis quelques jours, les opérateurs se lancent à l'assaut des autres territoires. Entre-temps, la population souhaite lancer des débats un peu partout sur cette nouvelle technologie qui fait parfois peur. Direction La Roche-la-Molière et Saint-Éan dans la Loire, où nos confrères de TL7 ont assisté à ces rencontres. Regardez. Dans ce quartier de Roche-la-Molière, des pancartes fleurissent dans les jardins. Elles dénoncent l'installation prochaine d'une antenne 5G sur ce terrain privé à quelques mètres des habitations. Jérôme Touet est responsable informatique depuis 25 ans. Il s'inquiète des conséquences de la 5G sur la santé. Il y a une école à 200 mètres, une autre antenne qui est à 300 ou 400 mètres. Compte tenu qu'il faut des antennes de plus en plus rapprochées pour la 5G, il va y avoir des antennes de partout. Et on voudrait savoir vraiment s'il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, on n'en sait rien.
Au mois d'août, l'opérateur téléphonique a pris contact avec la mairie. C'est obligatoire pour chaque antenne, on appelle ça un dossier d'information du maire. Mais il ne peut pas refuser le permis de construire. On a refusé que ce soit sur les terrains communaux. Et dès qu'un propriétaire privé signe un contrat avec un opérateur, moi j'envoie immédiatement un courrier aux riverains pour leur signaler qu'il y a quelque chose qui se fait. Depuis son jardin, Émilie a vu sur ce pylône. Son collectif rassemble une trentaine d'habitants. Elle espère que l'antenne n'émettra jamais. Au départ, on nous a bien dit que l'installation de l'antenne, c'était en 4G. Voilà, mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur ce sujet. Donc on est en attente. Est-ce que la 5G ne sera pas finalement la prochaine crise sanitaire? Aujourd'hui on a la Covid, mais peut-être que dans 5-10 ans, ce sera peut-être la prochaine crise sanitaire. D'ici 2022, les opérateurs doivent implanter 3000 nouveaux pylônes en France dans le cadre du développement de la 5G. Les propriétaires de terrains sollicités toucheraient entre 7 000 et 15 000 euros par an. Nous partons en Normandie maintenant, plus précisément à Dieppe, pour le projet de construction d'un centre océanographique qui se poursuit avec une ouverture prévue en 2023 au grand public. Il deviendra l'un des plus grands d'Europe et le futur aquarium normand se mobilise dès à présent pour la sauvegarde des espèces en signant des conventions pour restauration des ressources naturelles. LCN, la chaîne normande, nous présente ce projet. Regardez. La société AquaInvest assure avoir reçu toutes les autorisations pour envisager la construction d'un centre océanographique à Dieppe, en Normandie, avec la livraison en 2023 d'un bâtiment de haute qualité environnementale. Le centre océanographique de Dieppe est un projet environnemental dans sa conception, dans sa philosophie. C'est un projet de territoire et quand on parle de développement durable, on essaie effectivement de focaliser autour de ce site de façon à créer des interactions humaines, techniques et bien sûr liées à la transition écologique. Les clients auront la possibilité de voir un élément phare du site qui sera la fosse à plonger de plus de 50 mètres. Quelques chiffres, donc on sera sur 17 000 m². On pourra y voir 1400 espèces aquatiques des différents océans, des mers, des lacs et des rivières. Cet aquarium va présenter des espèces qui seront nées, qui seront élevées aux Philippines, qu'on va faire grossir à Dieppe, pour ensuite peupler ce bassin, et ce bassin sera l'image au sein de notre site de ce que fait l'action, quels sont les résultats de l'action scientifique sur le terrain. Le but, c'est de participer à la préservation des espèces. Les promoteurs du centre océanographique de Dieppe évaluent l'investissement à 80 millions d'euros, 70 emplois directs et espèrent plus de 500 000 visiteurs chaque année. Je vous le disais dans les titres, on prend la direction de Montesson maintenant, dans les Yvelines, où un arbre de cette commune pourrait devenir le plus bel arbre de l'année 2020. Déjà lauréat en Île-de-France, c'est un cèdre bleu de l'Atlas qui est qualifié pour le concours national. Il a été planté il y a 90 ans dans le centre hospitalier Théophile Roussel et a vu défiler évidemment des générations et des générations d'enfants. Un reportage de Michael Elmidoro et de Romain Ruspini pour TV78. Regardez. Il est en course pour devenir l'arbre de l'année 2020. Ce cèdre bleu de l'Atlas, enraciné dans le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, fait partie des 14 finalistes nationaux. Cet arbre qui mesure 12 mètres de haut a été planté avant la Seconde Guerre mondiale dans le parc de cette ancienne maison de correction pour garçons. Il a vu passer des générations d'enfants en 90 ans d'existence. Ils ont profité de cet arbre, ils ont vu cet arbre, ils lui ont sûrement confié des secrets, ils ont grimpé dans l'arbre. C'est un lieu de vie, de passage. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a lancé dans cette aventure du concours de l'arbre de l'année. Cette histoire a séduit le jury. Aujourd'hui, le site est devenu un établissement de santé mentale et l'arbre a vu les années défiler. Il porte sur son tronc et ses branches les stigmates du temps, conséquence du gel et des sécheresses d'une mini-tornade en 2016 ou encore de la fameuse tempête de 1999. Il a perdu au moins 5 mètres au niveau de la cime quand il y a eu la tempête. Et donc maintenant, on a 12,50 mètres au lieu des presque 18 mètres qu'il avait au départ. Avec une circonférence que l'on a pu mesurer avec les services techniques et les espaces verts de 3,50 mètres de circonférence. Le cèdre bleu compte à ce jour plus de 1250 signatures. Il est pour l'instant en 6e position sur 14. Si vous voulez le soutenir, vous pouvez voter jusqu'au 5 janvier. Voilà, et puis je signale dans la rubrique Médias des territoires cette opération du courrier Picard qui aura lieu le 3 décembre prochain.
Une opération liée à la crise sanitaire qui bien sûr remet en cause tout l'écosystème, oblige les économies à se réinventer et même à anticiper le monde d'après. Eh bien, le Courrier Picard réunira les décideurs, les organisations syndicales qui se mobilisent pour aider les entreprises à rebondir et à repenser l'économie de demain. Ce jeudi 3 décembre, une table ronde exceptionnelle sera organisée par les équipes de Mickaël Tassard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, à l'issue de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Toutes ces informations sont à retrouver sur courrierpicard.fr. Il y aura des représentants du MEDEF, de la CPME, de la CCI d'Amiens Picardie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'économiste Jacques de Larosière et le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, lors de ce grand débat sur ce thème: réinventer l'économie, rendre les entreprises plus agiles. Voilà, saluons cette opération du Courrier Picard, partenaire du Grand JT des Territoires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde, le Grand JT des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Merci à tous et à très vite. Au revoir.